Bienvenue pour ce nouvel extrait de l'émission Twitch Trop Sport. Bonjour à tous et à toutes et bonjour Antoche. Bonjour à toutes et à tous et bonjour Théo, c'est un plaisir de vous retrouver pour cet extrait de notre dernière émission en live. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires de cette vidéo parce qu'évidemment on répond à tous les commentaires. Eh bien, bonne vidéo. On passe maintenant au sujet d'un autre Français qui, lui, revient après des déboires. On se souvient de sa victoire à l'UFC Paris 1 en septembre 2022 contre Joachim Buckley. Une défaite contre Sean Strickland, l'actuel champion middleweight, en janvier 2023 à l'Apex. Et puis un no contest en juin 2023 contre Chris Curtis après un doigt dans l'œil qui a été conclu par un arrêt de l'arbitre et donc un no contest. Donc retour de Nassourdine Imavov à Las Vegas le 3 février en main event contre Roman Dolidze. À voir ce que ça donne. Nassourdine Imavov lui est 12e de la catégorie des middleweight, dont le champion donc, est Sean Strickland. Et donc, c'est vrai que Nassourdine, il a eu un petit parcours en dents de scie. Il a récemment quitté le MMA Factory et le Management Factory de Fernand Lopez pour, visiblement, selon les maîtres fumiers, aller s'entraîner aux États-Unis. Peut-être une bonne chose d'ailleurs pour Nassourdine de voir un peu autre chose et voir un peu du pays, comme on dit. Mais voilà, qu'est-ce que tu penses de ce retour de Nassourdine après le dernier combat qui était un no contest et puis c'est l'annulation du UFC 294 aussi, puisqu'il était prévu contre Ankalaev et finalement ça ne s'est pas fait. Donc voilà, est-ce que ça va être intéressant enfin, selon toi, de le voir revenir contre Dolidze, 7e de la catégorie, qui pourrait être vraiment intéressant. Ouais, c'est très intéressant et c'est pour moi un scénario parfait pour Nassourdine puisque effectivement il était resté sur un no contest qu'on avait d'ailleurs commenté sur la chaîne aussi, enfin commenté, on avait réagi à ce combat sur la chaîne et c'était un no contest qui avait un arrière-goût de victoire parce que finalement le combat était un no contest mais Nassourdine avait dominé tout le combat et allait empocher une décision si ce n'est plus à l'issue du combat. Il était effectivement prévu pour l'UFC 294 il n'a pas pu, il a été out du combat, un combat qui était contre Alice Kerov et c'était un combat bourbier parce qu'Alice Kerov c'est très dangereux et c'est un newcomer, c'est exactement ce qu'on disait, les newcomers qui arrivent et qui prennent direct des gens qui sont un peu propulsés par l'UFC et forcément il faut qu'il y ait des gens dans le top 15 pour les accueillir et ça a été Nassourdine qui a été choisi, donc un combat qui était un peu bourbier pour Nassourdine, donc on avait un peu peur du fait que ce soit Nassourdine qui soit out de ce combat, de comment est-ce que l'UFC allait le replacer après, parce que c'est vrai que c'est pas évident de replacer un combattant qui est sur un no contest, qui est 12e de la KT et qui est out d'un combat contre un newcomer avec un combat qui avait pas mal de hype autour justement de ce newcomer. Et finalement, l'UFC offre à Nassourdine un main event contre Roman Dolidze qui est 7ème de la catégorie. Donc voilà, si on fait les maths de 12 à 7, c'est un peu comme ce qu'on disait juste avant avec Benoît, 11-6 face à Gamrot par exemple. C'est une belle opération. Le fait que ça soit en main event, c'est une très belle mise en lumière pour Nassourdine aussi. Ça montre que l'UFC lui fait confiance aussi dans le fait que sa personne vende des cartes. Donc c'est très intéressant. Une victoire contre Roman Dolidze pour Nassourdine, là ça va être une vraie propulsion parce qu'après derrière ça fait une entrée dans le top 5 ou à l'entrée du top 5, voilà, 6e, 5e pour aller après affronter un troisième ou un... Après on parle après de Marvin Vettori, de Whittaker, de Duplessis, de Strickland en fonction de comment se passe le combat entre Duplessis et Strickland par exemple qui arrive en début d'année aussi, donc ça met Nassourdine dans une position parfaite. Après effectivement il a quitté le MMA Factory, que ce soit le management ou l'entraînement au Factory, donc je pense que déjà du point de vue management c'est une bonne chose parce que voilà, on sait que le management de Fernand Lopez en ce moment, même s'il a très bien marché au début, il a vraiment propulsé des combattants, etc. On a vu que c'était un management qui avait ses limites et que voilà, le fait d'être entraîneur et manager en même temps, c'était pas forcément le meilleur combo et c'était pas forcément surtout le mieux pour les combattants en eux-mêmes. Après, c'est vrai que moi on n'a jamais remis en cause les qualités d'entraîneur de Fernand parce je trouve que même si c'est un
pas un très bon manager, je trouve que ça reste un bon entraîneur qui a quand même fait de très bonnes choses avec de nombreux combattants qu'on a déjà cités plusieurs fois. Donc c'est bien que Nassourdine soit parti d'un point de vue management. Après, d'un point de vue entraînement, à voir ce que ça va donner. Je pense qu'il était bien entraîné au Factory, mais il sera peut-être mieux entraîné aux États-Unis. On sait qu'aux États-Unis, c'est là qu'il y a les meilleurs gyms, et donc sur le papier, il y a aussi les meilleurs coachs. Donc à voir ce que ça donne à ce niveau-là aussi. Mais moi, je n'ai pas de doute dans les capacités à Nassourdine de faire du très sale à Roman Dolitz. Nassourdine, il est très bon au sol. Je pense que ça ne sera pas un problème pour lui de gérer Roman Dolitz au sol. Dolitz, il a aussi beaucoup de KO à son actif, mais Nassourdine, il a déjà montré à plusieurs reprises sa résistance et aussi le fait qu'il n'était pas nul en striking, même s'il s'était fait avoir par Strickland. Mais Strickland avait un striking tellement atypique qu'il a même eu un striking aussi excellent que celui d'Adesanya. Donc bon, est-ce que c'est vraiment la faute du striking de Nassourdine? Je pense pas. Je pense que c'est surtout l'énergumène Strickland qui est très difficile à gérer pour un combattant classique, tellement ce mec-là est atypique. Mais je pense que voilà, Nassourdine a les armes, que ce soit au sol ou debout, pour maîtriser Dolitz. Ça serait bien qu'il puisse avoir un finish contre Dolitz, Nassourdine en main event. Ça serait vraiment la mise en lumière parfaite. Mais au moins une victoire par décision de Nassourdine, moi c'est ce que je vois contre Dolitz. C'est en tout cas une très belle opération et un très bon matchmaking qu'offre l'UFC à Nassourdine avec ce combat. Oui, tu l'as dit, c'est vrai que c'est un très bon matchmaking et surtout je suis content pour Nassourdine et tu l'as rappelé parce que c'est compliqué après un no contest, après une défaite contre Strickland. On se demande à chaque fois comment l'UFC va vraiment récompenser ou pas justement les combattants et finalement ça s'est très bien fait parce qu'effectivement oui, je m'étais trompé tout à l'heure en annonçant, enfin en parlant des comment dire du parcours de Nassourdine jusqu'ici. C'est vrai que c'était Alice Kerov parce qu'en KLF était contre Johnny Walker Ouais, c'est vrai. à l'UFC 294 et j'ai parlé dans KLF alors que bien sûr c'est pas la même catégorie, mais voilà, c'était Alice Kerov qui était contre enfin prévu contre Nassourdine. Mais tu l'as dit, c'est une meilleure opération parce que déjà et bah, tout simplement Dolitz il est classé et c'est déjà beaucoup mieux je trouve pour Nassourdine et en plus surtout le main event. Moi ce qui m'a étonné, qui m'a agréablement surpris, c'est qu'il l'ait remis en main event. Mm. Je me suis dit qu'après le no contest, etc., peut-être qu'ils auraient, comment dire, et sachant qu'il avait perdu en plus le main event contre Strickland, même s'il n'avait pas démérité dans le sens où il a été jusqu'au bout, etc., il s'est pas fait KOT ou quoi que ce soit. Donc c'était quand même une belle performance pour un premier main event. Mais je me suis dit peut-être que voilà, ils auraient été un peu frileux à le remettre directement en main event, et pourtant ils l'ont fait. Donc moi je trouve que c'est une très belle opportunité qu'il s'agirait de pas gâcher, bien sûr, pour Nassourdine. Parce que forcément, bah, derrière, on va pas t'en donner 15, mais si jamais il arrive à vraiment faire une très belle perf et à gagner, à s'imposer avant la limite ou pas, mais en tout cas à vraiment bien maîtriser son sujet, ça lui ferait une belle entrée dans le top 10 et après, pourquoi pas vraiment bien grimper, en espérant, comme tu l'as souligné, que à la fois l'entraînement, même si tu l'as dit, l'entraînement de Fernando Lopez c'était pas le plus mauvais, mais à la fois dans le terme d'opportunité de management et puis surtout d'entraînement, c'est même si tu es un super entraîneur, je pense que c'est jamais mauvais d'aller te confronter à autre chose. On voit des mecs qui changent pas forcément d'entraîneur, mais qui vont faire des stages à l'étranger, Mm. qui appellent d'autres combattants. On pense notamment à Baki, bon, qui a notamment raté le poids pour son dernier combat à Arès, mais passons. Mais qui notamment va sur le camp de Shimaev. Donc c'est toujours intéressant, même si tu changes pas complètement ton équipe, d'aller te confronter finalement à d'autres choses, à ce que font les autres, à comment on travaille ailleurs parce que ça permet aussi de revoir des choses, d'améliorer des techniques, ou de te dire que justement sur tel truc, bah, t'étais bien, ça marche, etc. Parce que les autres font pareil et que pour toi aussi ça marche. Donc pour moi, je pense que ça va être très intéressant. On va peut-être voir un nouveau Nassourdine, ou en tout cas un Nassourdine, pardon, légèrement modifié à ce moment-là pour ce prochain combat. Mais hâte de voir effectivement ce combat donc, du 3 février en main event à Las Vegas contre Roman Dolitz parce que je sens que ça peut être vraiment intéressant et ça pourrait signer peut-être le début d'une grosse remontée dans le classement pour Nassourdine et derrière aller taper des mecs comme Cannonier, comme Whittaker. Whittaker, ce serait très intéressant, je pense. S'il fait Dolitz puis Ouais. Whittaker, pareil, ça Ça pourrait être serait très intéressant parce la voie que royale.
Ça serait Ça très serait la bien. voie royale. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure pour Shimaev, c'est vrai que Whittaker, il est vraiment ce métronome de la catégorie, je trouve. Il a encore, on parlait de Dos Anjos tout à l'heure en lightweight, qui était un peu ça, fut un temps, mais qui là, je trouve, a quand même vachement perdu de sa superbe. Ouais. Mais Whittaker, top 3, il est encore ce mec, ce vieux de la vieille, parce que ça fait quand même un moment qu'il est là. Il a roulé sa bosse et il est toujours là. C'est toujours le mec, on l'a vu avec Vettori, hein, qui s'est cassé les dents sur Whittaker à l'UFC Paris. C'est l'homme à affronter, entre guillemets, avant d'aller au titre. Il prétend toujours au titre et il a raison de le faire, Whittaker, mais ce serait vraiment la voie royale pour Nassourdine de faire de Leeds Whittaker. Ouais, et En tout puis cas, il est bien dans sûr, cette situation où il a un peu pas le choix de prendre les nouveaux, quoi. oui, Il c'est a, il ça. a, il a, il a pris tout le monde qu'il y a autour de lui, il les a soit battus, soit il a été battu. Donc maintenant, vu qu'il a sa carrière et son passé de vétéran de la catégorie, il doit prendre Ouais. les nouveaux qui arrivent. Et c'est vrai qu'un Shimaev ou un Nassour, ça serait top dans les deux cas. Mais si ça peut être Nassourdine, franchement, après Dolitz, même si c'est pas bien de se projeter après un combat, parce qu'on sait jamais, il peut perdre contre Mm. Dolitz, hein. Mais ça serait très très Ouais. bien. Ça serait vraiment la meilleure option. Oui, oui, c'est ça, bien sûr, je me projetais dans le meilleur des scénarios, parce que bien sûr, on ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais Exactement. c'est vrai que Whittaker, mais c'est pour ça que moi je comprends pas la logique de Gann, pour revenir très rapidement Ouais. non, mais voilà, sur ce dont on a déjà parlé, et puis vous pourrez sûrement retrouver l'intégralité de ce qu'on a dit sur la situation des poids lourds dans la vidéo YouTube. Exactement. Mais voilà, c'est vrai que je comprends pas cette logique de dire, enfin, moi je trouve que c'est logique que Whittaker prenne des mecs en dessous de lui pour justement justifier ta place au top, en fait. Mm. Donc là, effectivement, pour moi, ce serait très très bien pour Nassourdine de faire Dolitz, et si Whittaker est toujours aussi élevé, parce que pareil, si jamais Whittaker entre-temps prend Shimaev, Dieu seul sait ce qui pourrait se passer au niveau du classement, mais voilà, je pense que là, si tout reste comme ça, ça serait bien voilà, de monter au fur et à mesure, progressivement, et d'aller chercher potentiellement le top de la catégorie, puis après le titre, en tout cas chaque chose en son temps, comme on dit, déjà un main event à Las Vegas en février, et espérons que voilà, les ajustements que Nassourdine a fait récemment dans sa carrière le mènent au plus haut niveau et lui permettent vraiment de passer encore un nouveau cap dans le niveau qu'il a, et qui est déjà bien sûr excellent, puisqu'on n'est pas 12e d'une catégorie UFC en ayant un piètre niveau. Donc voilà, tous nos messages d'encouragement à Nassourdine, on aura l'occasion de toute façon de reparler de son combat dans les prochains Trop Sports. Mais voilà, ça vient de tomber, ça venait de tomber juste avant le live, enfin quelques jours avant, là, ça s'est tombé il n'y a pas longtemps, donc on se devait d'en parler. Et donc on lui souhaite le meilleur. On souhaite le meilleur aussi à l'autre Français qui affrontera un autre grand adversaire, puisque un adversaire invaincu. C'est bien sûr Taylor, double impact Lapillus. Notre ami Taylor qui a fait son grand retour à l'UFC, entre guillemets, à l'UFC Paris 2 en septembre, et qui a été donc annoncé en janvier, donc contre le 13 janvier ou 13 janvier, où il y aura d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, je vais aller juste vérifier rapidement, mais le 13 janvier, il y aura donc le Ankalaev, parce qu'on parlait d'Ankalaev, Ankalaev Whittaker 2, si je ne C'est ça, m'abuse. ouais. Oui, c'est Mm. ça, c'est à l'UFC Apex, non, mais parce que comme du coup, j'ai vu plusieurs choses passer en même temps. Mais voilà, donc sur cette soirée de Ankalaev contre euh, j'ai perdu Johnny Walker, Johnny pardon. Walker, ouais. Ouais, Johnny Walker, parce que justement, avec ce fameux arrêt de l'arbitre un peu incompréhensible de Johnny Walker. Donc, Johnny Walker en KLF 2 à l'UFC Apex en janvier, le 13 janvier. Ce sera donc Taylor, double impact, Lapillus, 19 victoires, 3 défaites contre Farid, Ferocious, Basharat, qui était aussi à l'UFC Paris, qui s'était imposé à premier round par soumission contre Clayton Rodriguez, le Brésilien. Et Taylor, qui lui aussi était l'UFC Paris, bien sûr, contre Kaolan Lougran. On se souvient des changements de dernière minute d'adversaire. L'Irlandais invaincu qui avait plié contre notre Français qui avait fait une masterclass incroyable et qui était même allé aux commentaires d'RMC par la suite. Donc voilà, Taylor Lapillus qui affrontera Farid Basharat. Un gros combat en perspective. Mais bien sûr, pour moi, Taylor a les outils. Je ne sais pas ce que tu en penses, Antoche, mais je pense que voilà, Farid Basharat va avoir du fil à retordre. On va pas vendre encore une fois, on va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, parce que Basharat est quand même invaincu et dangereux. Mais il aura du fil à retordre contre un Taylor qui va avoir à cœur de confirmer son retour bien commencé à l'UFC.
Ouais, ce qui est intéressant dans ce match-up, c'est que Farid Basharat, en dehors des combattants français à l'UFC Paris, c'est peut-être celui qui a fait la meilleure impression parce qu'il a fait un superbe finish au premier round dans un combat qu'il a vraiment maîtrisé au sol et qu'il a réussi à avoir la soumission. Donc il y a déjà ça qui est intéressant. Et le fait qu'on mette un adversaire invaincu face à Taylor, ça montre aussi un peu l'envie de l'UFC, je pense, de propulser un peu Taylor, de pas lui mettre n'importe qui en bantamweight pour lui faire un combat juste parce qu'il faut un combat, mais vraiment de lui donner un combat test. C'est un peu Mm. comme ça que je le vois. Donc on lui met un peu un Bourbier invaincu. Après, Bourbier dans le sens où bah, c'est quelqu'un qui est spécialiste du sol, qui a un très bon jiu-jitsu brésilien et qui a soumis. Tous ses finishes sont par soumission, à part un KO qu'il a fait en amateur il y a fort longtemps. Donc on peut dire que ça compte pas, ça compte plus. Donc voilà, que des soumissions pour du côté de Farid Basharat. Et des victoires par décision lorsqu'il n'arrive pas à avoir le finish. Donc ce qui va être intéressant, c'est la capacité de Taylor à pouvoir défendre les amener au sol ou défendre la lutte si jamais il se fait amener au sol. Parce que sinon, à part ça, Taylor, c'est une masterclass de striking. On l'a vu contre Loughran, qui est déjà un combattant très solide en striking. Taylor l'a outboxé, comme on dit. Il a vraiment fait une masterclass de striking contre ce mec très fort en striking. Donc je pense que contre Farid Basharat, Taylor, ça risque d'être du très très fort. Et puis en plus, tous les combats des MMA commencent debout. Donc Taylor commence pour moi avec l'avantage. Là où je pense que c'est ce qui va travailler au max, hein, ça va être la défense de takedown, la défense de lutte, pour vraiment pas laisser la place à son adversaire d'aller au sol et de passer une soumission ou quoi que ce soit au sol. Parce que même sans se prendre une soumission, si Taylor Lapillus se fait contrôler au sol, il peut après perdre le combat par décision. Et c'est évidemment ce qu'il faut éviter. Donc vraiment full défense de takedown et maîtrise de striking comme Taylor sait très bien le faire et qui est un des meilleurs à ce niveau-là. Donc pour moi, une victoire de Taylor par KO, ça serait bien, mais en tout cas une victoire de Taylor en faisant encore une masterclass de striking contre Farid Basharat. Et surtout, ce qui est intéressant pour moi, c'est que ça peut être un combat qui peut déjà faire rentrer Taylor dans le top 15. La division Bantamweight, c'est une division qui est moins stuffée que la division des poids légers, par exemple. Donc on peut plus facilement rentrer dans le top 15. Et je pense qu'avec un combat contre un mec invaincu, comme ça un peu combat test de Taylor que met en face de lui l'UFC, je pense que ça peut être une porte d'entrée pour être 15e ou 14e de la KT et puis faire voilà, je pense une belle entrée dans le top 15 en faisant une belle performance contre un mec invaincu qui a fait sensation à l'UFC Paris et par le passé. Donc encore une fois, comme on le disait pour le Nassourdine, je pense que très belle opération que peut faire Taylor pour ce deuxième combat UFC. Évidemment, deuxième combat depuis son retour, hein, parce que Taylor, ça reste un vétéran UFC hein, qui était à l'UFC avant que Cyril Gane n'y soit, avant que beaucoup de Français actuels n'y soient. Donc vraiment une belle opération pour Taylor sur ce deuxième combat de deuxième run à l'UFC. Ouais, très bonne opération, surtout le fait que Farid Basharat soit invaincu. Ça, c'est, je pense, vraiment la particulièrement intéressant pour Taylor, comme tu l'as dit, de bien montrer qu'il est puissant et qu'il a sa place dans le top 15, hein, parce que c'est vrai que cette catégorie dont le champion le rappelle, c'est Shukashan O'Malley. La catégorie des bantams, elle est, voilà, le bas du top 15, il est quand même assez ouvert. Donc pourquoi pas effectivement aller taper le bas du top 15 et maîtriser au niveau du striking. On avait vu à l'UFC Paris un Loughran très entreprenant aussi qui avait été bien calmé par Taylor. Et je pense que Taylor est tout à fait capable de faire pareil sur Farid Basharat. On avait vu un Clayton Rodriguez en face de Farid Basharat qui était quand même un peu moins en contrôle et peut-être un peu plus intrépide finalement, face à quelqu'un qui maîtrisait très bien son sujet, bien sûr, puisqu'il a gagné 3 combats à l'UFC, 2 par décision unanime et puis celui-là par soumission. Donc voilà, c'est quelqu'un qui maîtrise très bien son sujet. On n'a pas 11 victoires comme ça, même si effectivement parfois les,
les palmarès sont un peu construits pour faire comme si la personne était extrêmement dangereuse. Mais voilà, je pense que Farid Basharat, il a déjà prouvé à l'UFC que c'était pas quelqu'un d'inoffensif, bien au contraire. Donc je pense que c'est intéressant pour Taylor. Il pourra encore, effectivement, encore une fois, montrer l'étendue de son talent au striking. Et puis montrer aussi ses défenses de takedown et puis sa qualité de sol, parce que il a dû aussi, je pense, quand même travailler entre-temps son sol et pouvoir bien tout maîtriser, comme on dit. Donc j'ai hâte de voir ça, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ça sera le 13 janvier à l'Apex, mais ça sera l'occasion pour Taylor de vraiment de parfaire son deuxième round, parce qu'il a eu, comme tu l'as dit, un premier round avant tous les autres à l'UFC. Et puis finalement, il a été renvoyé. Enfin, il n'avait pas re-signé de contrat après ses 4 premiers combats. Et puis là, il a l'occasion de refaire un gros run. Et ça serait la meilleure des manières de vraiment montrer qu'il a sa place dans cette catégorie des bantamweight de l'UFC et qu'il faudra compter sur lui et avec lui pour les années à venir. En tout cas, ça sera un combat très intéressant. On a hâte de le voir et on vous en reparlera bien sûr sur Strosport, que ce soit sur Twitch, pardon, sur Instagram, en fonction des dernières infos que l'on peut avoir. En tout cas, donnez-nous aussi votre avis dans les commentaires sur ce que vous pensez d'abord de Taylor Lapillus, hein, de cette carrière incroyable qui est la sienne, et puis de ce match-up avec Farid Basharat, hein, les deux, entre guillemets, de l'UFC Paris, puisque tous les deux avaient un combat ce soir-là, de l'UFC Paris 2, qui se retrouvent donc le 13 janvier à l'UFC Apex pour savoir finalement qui est le meilleur et qui méritera d'aller plus haut dans cette catégorie Bentham. Peut-être une première défaite pour Farid Basharat. On aura la réponse en janvier donc 2024. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on espère que vous avez apprécié le sujet et qu'il vous a fait réagir. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et laisser un commentaire. On répond à tout le monde et ça nous fera très plaisir d'échanger avec vous. Encore mieux, vous pouvez passer avec nous pendant notre prochain live Twitch pour échanger en direct et vous retrouverez toutes les informations utiles sur nos réseaux sociaux qui s'affichent à l'écran et en description, notamment Instagram et Twitter. Merci à tous et à bientôt sur nos chaînes Twitch et YouTube. À très vite sur Trosport.